Une nouvelle phase de la guerre se déroule à Moscou, où le service de sécurité d'État est directement en guerre avec l'armée. L'armée russe mène désormais une guerre sur deux fronts. La seconde guerre ne se fait pas avec des armes, mais elle blesse la Russie bien plus que l'Ukraine ne le pourrait. L'agence de sécurité de Poutine a mené une guerre contre sa propre armée. Le service fédéral de sécurité, le KGB moderne de la Russie, arrête littéralement des généraux, les jette en prison et démantèle l'armée même censée gagner la guerre. En 2 ans, au moins 19 hauts gradés militaires ont été arrêtés. Ce n'est pas normal. Remaniement. C'est une purge. Et cela arrive. Alors que la Russie perd argent et soldats en Ukraine, avec plus d'1 million de victimes. Pourquoi Vladimir Poutine laisse-t-il son agence de renseignement détruire son armée? Et comment cela détruit-il la Russie aujourd'hui? Ce sujet sera controversé, peu importe si YouTube l'ignore, je vais révéler la vérité. Les sujets controversés sont souvent supprimés par l'algorithme, sauf si vous le forcez à les promouvoir en cliquant sur j'aime. Merci. Le service fédéral de sécurité agit comme les chiens de garde de Poutine au sein de l'armée. Le service fédéral de sécurité, c'est en gros la version actuelle du KGB. Ces personnes ont été l'arme de prédilection de Poutine pour écraser tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Depuis la guerre en Ukraine, Poutine leur a donné de grands pouvoirs. Ils peuvent arrêter quiconque est accusé de menacer le gouvernement. Pratique, non? En face, l'armée russe compte plus d'1 million de morts ou blessés. L'armée manque de tout. D'armes, de véhicules, et surtout de bons commandants. Alors, au lieu de soutenir son armée en difficulté, Poutine laisse son agence de renseignement la détruire de l'intérieur. La lutte interne a débuté avec Timur Ivanov, vice-ministre de la Défense. Il a été arrêté en avril 2024 pour corruption. On pensait que Poutine se débarrassait juste d'un homme vivant trop luxueusement pour un fonctionnaire. Rien d'alarmant, non. Puis les choses sont vite devenues étranges. 3 semaines après, ils ont arrêté le lieutenant-général Yuri Kuznetsov, chargé du personnel et des postes au ministère russe de la Défense. Ils l'ont trouvé avec plus d'1 million de dollars en liquide et en objets de valeur. Pourtant, les gens pensaient qu'il ne s'agissait que d'un rebondissement après que Poutine ait limogé son ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Les gens pensaient qu'il ne s'agissait que de corruption, jusqu'à ce qu'ils remarquent l'arrestation de 2 autres officiers. Le 20 mai 2024, 2 généraux responsables de la guerre en Ukraine ont été arrêtés. Le général Ivan Popov, ex-commandant de la 58e armée, et le lieutenant-général Vadim Chemirin, ex-responsable des communications militaires. Ces hommes étaient des boucs émissaires sacrifiés pour protéger le vrai coupable. Aucune de ces arrestations n'est liée aux échecs militaires en Ukraine. Elle concerne la corruption, les pots de vin et la fraude. Voici ce qui se passe en coulisses. Chaque arrestation suit le même schéma. Les espions du service fédéral de sécurité trouvent des informations compromettantes sur des officiers et les transmettent au service fédéral de sécurité russe pour officialisation. Vadim Chemirin, par exemple, a gravi les échelons au sein du département des communications, ainsi que dans les communications militaires russes. Les gens sont jugés intelligents, car ce travail exige une solide formation. Ils sont aussi très proches des commandants les plus haut placés parce qu'ils gèrent tous les messages pendant les batailles. La Russie l'a arrêté pour corruption, mais beaucoup estiment que c'était pour cacher quelque chose de plus vaste. Les communications militaires de la Russie ont été un désastre en Ukraine. Même Poutine s'en est plaint publiquement. Alors, lorsque le service fédéral de sécurité avait besoin d'un bouc émissaire, Chemirin était parfait. Ils ont gardé ces secrets des années, attendant le moment opportun pour les utiliser. Mais le service fédéral de sécurité ou Poutine n'a même pas épargné les légendes, comme Ivan Popov. Ivan fait partie des rares généraux russes ayant combattu en Tchétchénie, en Géorgie et envoyé en Crimée, après l'annexion russe de 2014. En 2023, il a fait une grosse erreur, critiqué publiquement ses commandants, et l'enregistrement audio a été divulgué. Beaucoup pensèrent que Popov serait arrêté sur le champ, mais le service fédéral de sécurité a attendu. Pourquoi? À cause de ce qui a suivi. Le chef mercenaire Evgueni Prigojine a tenté de marcher sur Moscou. La dernière chose dont ils avaient besoin, c'était d'une autre rébellion militaire. Alors ils ont attendu que les choses se calment, puis ils l'ont arrêté lors de cette purge plus vaste. Mais à chaque arrestation d'un officier honnête, des questions pouvaient surgir concernant ces mesures. Poutine était déjà prêt avec une stratégie intelligente pour les contrer. Le lieutenant-général Soukrav Akhmedov, contrairement à d'autres, était en réalité assez mauvais dans son travail. Il dirigeait la 20e armée interarmes principale unité russe en Ukraine. Même des blogueurs russes, pro-guerre, le critiquèrent pour incompétence, et certains ont soutenu son limogeage. La Russie arrête à la fois des officiers honnêtes et corrompus pour faire croire que les fautes viennent des officiers, pas du gouvernement.
Le service fédéral de sécurité ne vise pas que les officiers corrompus. Il adresse un message à tous les chefs militaires russes. Restez dans les rangs et taisez-vous. Ainsi, personne dans l'armée ne devient assez puissant pour défier le leader suprême. Le problème, c'est que Poutine agit ainsi pendant la plus grande guerre russe depuis 1945. Son armée peine déjà face à de lourdes pertes, au manque d'équipement et à un moral bas. Il terrorise ses officiers et détruit son commandement militaire. Ce n'est pas qu'une mauvaise stratégie, c'est la preuve que le système de Poutine s'effondre. Quand un dictateur commence à détruire ses propres partisans, cela signifie généralement qu'il agit par peur. La guerre en Ukraine était censée montrer la force de la Russie, mais au lieu de cela, elle révèle à quel point tout le système est vraiment pourri. Quand quelqu'un a défié le système, il a presque mis fin au régime de Poutine. Sa rébellion a tout changé. Revenons en juin 2023, quand Yevgeny Prigojine était encore en vie. Cet homme dirigeait Wagner, le groupe de mercenaires le plus célèbre de Russie, l'armée personnelle de Poutine. Mais Prigojine avait de gros problèmes avec la direction militaire russe, surtout avec le ministre Sergueï Choïgou et le général Valery Gerasimov. Pendant des mois, Prigojine avait publiquement critiqué ces types, les traitant d'incompétents et les accusant de faire tuer ses hommes pour rien. La plupart des gens pensaient que ce n'était que, vous savez, des plaintes bruyantes. Mais ensuite, Prigojine a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a fait faire demi-tour à son armée et a marché vers Moscou. Des milliers de mercenaires lourdement armés parcouraient les autoroutes russes du Caucase en direction de la capitale. Ils ont pris le contrôle de Rostov-sur-le-Don, qui est en gros le centre de commandement militaire du sud de la Russie. Durant quelques heures, il a semblé que Poutine risquait un vrai coup d'État. Il savait que c'était un combat à mort, mais ignorait que le service fédéral de sécurité connaissait le plan de Prigojine 2 jours avant. Le service fédéral de sécurité était impuissant, 2 jours sans réussir à l'arrêter. C'est comme savoir que quelqu'un prévoit de cambrioler votre maison et le laisser quand même passer par la porte d'entrée. C'est là que l'allié voisin de la Russie est venu à sa rescousse. Non, pas la Chine, la rébellion a vite échoué. En Biélorussie, le président Loukachenko a convaincu Prigojine de reculer, et tous ont accepté d'abandonner les poursuites. Prigojine devait s'installer en Biélorussie, mais 2 mois après, son avion a explosé. Étrange destin pour ceux qui défient Poutine. La rébellion de Prigojine a révélé à Poutine l'effondrement de son système, le service fédéral de sécurité ayant échoué à protéger le régime. L'armée était si détestée que même les mercenaires de Poutine souhaitaient sa destruction. Le pire, c'est que tout s'est déroulé sous les yeux de tous. Poutine a fait ce que font toujours les dictateurs quand ils ont peur. Il a donné plus de pouvoir au service fédéral de sécurité et leur a dit de régler le problème. Le service fédéral de sécurité a reçu une nouvelle mission. Empêcher qu'une rébellion comme celle de Prigojine ne se reproduise. Leur solution, éliminer toute menace potentielle dans l'armée. Ce n'était plus seulement de la corruption. Le service fédéral de sécurité utilisait toutes ces informations sur les officiers pour transformer les enquêtes en armes. Poutine a fait une grave erreur en déclenchant une guerre interne alors que la Russie menait déjà son plus grand conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre devient folle. Voici les vrais chiffres, ils sont stupéfiants. Rien qu'en 2024, la Russie a perdu entre 427 000 et 430 soldats tués ou blessés. C'est plus que leurs pertes en 2022 et 2023 combinées. Plus d'1 millier de soldats sont perdus chaque jour. Pour mettre cela en perspective, la Russie a perdu plus de soldats en 3 ans de combat contre l'Ukraine qu'elle n'en a perdu dans toutes les guerres réunies depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La guerre soviétique en Afghanistan a duré 10 ans et a coûté la vie à environ 15 000 soldats soviétiques. La Russie perd autant de soldats en Ukraine toutes les 2 semaines. Et qu'a-t-elle obtenu pour tout ce sang versé ? Ils ont conquis près de 5000 km² en 2024, soit moins de 1% de l'Ukraine. Les forces russes progressent d'environ 50 mètres par jour dans certaines zones. C'est plus lent que la guerre de tranchées meurtrière de la Première Guerre mondiale. Pendant ce temps, la Russie perd du matériel plus vite qu'elle ne peut le remplacer. Depuis janvier 2024, ils ont perdu plus de 1000 blindés, 3000 véhicules de combat d'infanterie et près de 2000 chars. D'un autre côté, les pertes ukrainiennes sont bien moindres. Parfois, la Russie perd 5 équipements pour chaque équipement perdu par l'Ukraine. Imaginez-vous, général russe, observant ce désastre. Vos soldats meurent par milliers pour de petites parcelles de terres agricoles boueuses. Votre équipement tombe en ruine, vos lignes d'approvisionnement sont en pagaille. Au lieu d'être soutenus par Moscou, vous voyez vos collègues partir menottés. Cela crée exactement le genre de ressentiment et de colère que Poutine craint le plus. L'armée russe est humiliée et persécutée en même temps. Chaque arrestation envoie le même message.
Nous ne vous faisons pas confiance, nous vous surveillons. Et si vous sortez du rang, vous serez le prochain. Mais les problèmes de Poutine vont bien au-delà du simple moral de l'armée. Cette guerre est en train de ruiner la Russie. Les dépenses de défense représentent désormais plus de 40% de l'ensemble du budget fédéral. Le gouvernement manque d'argent, avec un déficit budgétaire ayant bondi de 30% au premier semestre 2024. L'économie russe, solide en 2023 et 2024, s'effondre désormais. Le Fonds monétaire international a abaissé sa prévision de croissance pour la Russie de 1,5% à 0,9% pour 2025. Les revenus du pétrole et du gaz diminuent, et les fonds de réserve de la Russie sont pratiquement vides. Après 3 ans de guerre, cette pression économique aggrave encore la lutte interne pour le pouvoir. Quand l'argent manque, tout le monde se dispute le reste. Voilà ce qu'il faut savoir sur la corruption en Russie. Ce n'est pas un défaut, mais une caractéristique. Tout le gouvernement russe repose sur la corruption, les pots de vin et le vol. Des enquêteurs russes ont découvert qu'un fournisseur avait livré des roulements défectueux pour des avions militaires. En conséquence, 5 avions Il-76 ont dû être retirés du service, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient pas transporter de ravitaillement aux troupes en Ukraine. Les dégâts étaient d'environ 130 millions de roubles simplement parce que quelqu'un voulait économiser et garder la différence. De telles histoires arrivent quotidiennement en Russie, mais Poutine se contente de déplacer les chaises longues, au lieu de réformer. Son nouveau ministre de la Défense arrive déjà avec son réseau d'amis et de partenaires, ce qui risque fort de provoquer de la corruption. Cela crée un cercle vicieux. Les purges anticorruption pourraient affaiblir l'armée à court terme. Pourquoi ? Car tout le système repose sur des relations personnelles et des accords informels. D'un autre côté, l'Ukraine devient lentement plus forte, les armes occidentales affluent, leurs soldats sont mieux formés et prouvent pouvoir frapper la Russie en profondeur avec des attaques de drones. L'incursion ukrainienne dans la région de Koursk a complètement pris la Russie au dépourvu et a embarrassé Poutine sur la scène internationale. Mais ce qui rend la situation vraiment terrifiante pour la Russie, c'est le fait que ces arrestations dont nous avons parlé ne sont pas des actes de vengeance aléatoires, ni de simples cas de corruption. Nettoyage. C'est une prise de contrôle planifiée de tout le gouvernement russe par l'agence de renseignement de Poutine, allant bien au-delà du domaine militaire. Le service fédéral de sécurité anticipe l'avenir en préparant déjà l'après-Poutine, au-delà des enjeux actuels. Poutine a 72 ans et il ne sera pas là pour toujours. À son départ, une grande lutte s'engagera pour le contrôle de la Russie. Le service fédéral de sécurité s'assure de gagner ce combat avant même qu'il ne commence. Ils ont identifié 4 domaines clés qu'ils doivent contrôler. Qui est promu ? Comment le budget défense est utilisé ? Quelles informations circulent et qui commande les troupes ? D'abord, le contrôle du personnel. L'arrestation du général Kuznetsov n'a pas seulement visé une personne. Ils ont récupéré ses dossiers, tous ces enregistrements de pots de vin et d'accords secrets. Le service fédéral de sécurité possède désormais une carte complète de la corruption militaire, identifiant les officiers impliqués dans des pots de vin et les faveurs échangées. Cette information, c'est une arme nucléaire en politique. Désormais, la promotion d'un officier militaire nécessite quasiment l'accord du service fédéral de sécurité. Ensuite, il y a le contrôle du budget. Le déficit budgétaire russe atteint 49 000 milliards de roubles, 30% au-dessus des prévisions, rendant essentiel le contrôle des dépenses de défense. Le service fédéral de sécurité s'est proposé comme solution, affirmant à Poutine que l'armée n'est pas fiable avec cet argent. Laissez-nous nous en occuper, et cela a fonctionné. Troisièmement, la prise de contrôle par les services de renseignement. Le service fédéral de sécurité empiète sur le renseignement militaire, ce qui crée une confusion sur les responsabilités. Cette confusion n'est pas fortuite. Quand les commandants ignorent quel renseignement croire, des erreurs surviennent. Le service fédéral de sécurité met ensuite en avant ses échecs, expliquant pourquoi ils doivent prendre le contrôle. Et quatrièmement, ils instaurent un climat de peur totale. Les officiers russes se sentent surveillés en permanence. Appels écoutés, activités suivies, loyauté suspectée. Les commandants cherchent de plus à éviter l'arrestation qu'à gagner des batailles. Le service fédéral de sécurité a également lancé une vaste campagne de propagande pour faire passer cette prise de contrôle pour un acte héroïque. Depuis le début de la guerre, la Russie a adopté des lois faisant de la diffusion de fausses informations sur l'armée un crime. Ces lois sont si larges que toute critique peut conduire en prison. Des centaines ont été emprisonnés pour des manifestations pacifiques. Les journalistes étrangers expulsés, médias indépendants fermés. À l'intérieur de cette bulle d'information, les purges du service fédéral de sécurité sont présentées comme des efforts héroïques de lutte contre la corruption. Les gens voient des généraux arrêtés et pensent à la justice, sans remarquer le démantèlement du commandement militaire. L'effondrement économique facilite encore plus cela. Avec une inflation à 88% et l'armée qui perd de l'argent à flot, l'offre du service fédéral de sécurité devient séduisante. Nous sommes efficaces et loyaux.
Donnez-nous le contrôle et nous réglerons tout. Poutine, craignant un coup d'État, accepte que ses espions affaiblissent ses généraux. Cette armée agit en Russie, mais la plupart échappent au contrôle total de Poutine. Cette armée est contrôlée par des dictateurs régionaux. L'armée russe n'a jamais été une force unifiée. Alors que le service fédéral de sécurité et l'armée s'affrontent à Moscou, certaines régions de Russie possèdent des forces militaires distinctes de l'armée principale. Deux des plus puissantes sont situées dans le Caucase du Nord, au Daghestan et en Tchétchénie. Le Daghestan et la Tchétchénie ont des forces militaires différentes de l'armée russe principale. Bien que les deux régions appartiennent à la Fédération de Russie, leurs forces de sécurité reflètent des facteurs ethniques, politiques et historiques propres, notamment sous Ramzan Kadyrov. Au Daghestan, dans le Caucase du Nord, des attaques terroristes répétées et une insurrection impliquant des groupes islamistes militants ont eu lieu. Les forces régionales comprennent policiers locaux, bataillons régionaux et unités antiterroristes. Ces formations subissent de fortes pressions et des pertes plus élevées que dans les régions russes ethniques. Le Daghestan est récemment devenu un foyer d'attaques extrémistes, avec des fusillades et attentats contre des institutions religieuses et de sécurité en 2024. Les réponses impliquent généralement des opérations locales antiterroristes intenses, utilisant des véhicules blindés et des troupes à déploiement rapide, Moscou intervenant parfois directement, mais déléguant fréquemment le contrôle opérationnel aux autorités locales. En raison de la complexité de la région et de son mélange volatile de groupes ethniques, la Tchétchénie, quant à elle, est sous la domination de Ramzan Kadyrov. Il a formé une armée personnelle, les Kedarosti, rassemblant police spéciale, garde nationale et équipe d'intervention rapide. Celles-ci relèvent officiellement des ministères russes, mais en pratique, elles doivent leur loyauté avant tout à Kadyrov lui-même. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Kadyrov a considérablement élargi ses forces, triplant à peu près le nombre d'unités militaires loyales pour atteindre une vingtaine. Il affirme qu'à la fin de 2024, il dirigera jusqu'à 70 000 soldats équipés, mais les estimations indépendantes sont sans doute plus basses. Les unités de Kadyrov, dont le régiment spécial Ahmad et les détachements Spécialny Otriad Bistrogo Reagirovania, sont centralisés sous son commandement. Beaucoup de bataillons restent à Grozny et ne sont envoyés au front que ponctuellement. Les nouvelles recrues de Tchétchénie et d'autres régions servent de plus souvent en Ukraine. Le clientélisme, les réseaux et la loyauté envers Kadyrov assurent le contrôle des régiments et de la police, plus que la hiérarchie militaire de Moscou. Les forces de Kadyrov, accusées de violation des droits humains, bénéficient d'une grande autonomie et servent souvent d'exécutants pour les intérêts régionaux et fédéraux. Malgré l'intégration, le Daghestan et la Tchétchénie s'opposant souvent à Moscou sur les ressources, l'autonomie et les questions ethniques. Les ambitions expansionnistes de la Tchétchénie ont déstabilisé le Daghestan voisin, notamment en raison de revendications historiques sur des districts frontaliers et des implantations ethniques. Les récentes revendications tchétchènes visant à rétablir le contrôle sur des territoires disputés au Daghestan ont suscité des craintes d'expulsion forcée et provoqué des affrontements ethniques. En augmentant le risque de violence, et même d'éventuelles tentatives d'annexion par Kadyrov, Moscou tente de rester neutre et de diriger les différents territoriaux, mais risque d'être contraint d'intervenir si les troubles se propagent ou si les ajustements de frontières deviennent violents. Kadyrov était réputé pour ses propos agressifs sur les représailles ethniques, exacerbant les tensions avec le Caucase du Nord et suscitant l'opposition en Ingouchie, au Daghestan et en Ossétie du Nord face à la domination tchétchène. Le Daghestan reste stratégique comme base navale. Mais les menaces sécuritaires obligent la Russie à équilibrer contrôle direct et gouvernance locale pour éviter toute déstabilisation, malgré les défis de ressources et économiques. L'armée russe a toujours été marquée par des divisions, rivalités et centres de pouvoir. Lorsqu'il résiste, il ne s'agit pas d'une rébellion organisée, mais d'une sorte de guérilla interne au gouvernement. Voilà comment cela fonctionne. Les officiers et militaires refusent discrètement de coopérer avec les enquêtes du service fédéral de sécurité. Ils établissent des rapports parallèles, contournant l'agence de renseignement. L'armée mène aussi une guerre de l'information contre le service fédéral de sécurité. Ils divulguent des informations aux médias indépendants et aux services de renseignement occidentaux sur la corruption et les abus de pouvoir du service fédéral de sécurité. Chaque fois que vous voyez un reportage sur l'arrestation d'un autre général ou sur un dysfonctionnement militaire, il y a de fortes chances que cela provienne de sources militaires qui essaient de révéler ce qui leur arrive. Ils emploient aussi des blogueurs de guerre et des commentateurs patriotes pour critiquer le service fédéral de sécurité sans viser directement Poutine. C'est une stratégie intelligente, mais de plus en plus risquée à mesure que le service fédéral de sécurité contrôle l'information. Des chefs militaires cherchent à s'allier à des gouverneurs, entrepreneurs et oligarques liés aux contrats militaires. L'idée est de créer des centres de pouvoir alternatifs, capables de résister au contrôle du service fédéral de sécurité. Mais voilà le problème. Le service fédéral de sécurité s'en prend aussi à ces groupes.
Avec plus d'1 million de pertes russes dans cette guerre et des commandants compétents écartés pour manque de loyauté, la frustration de l'armée atteint un point de rupture. Les officiers voient leurs collègues emprisonnés, tandis que les soldats meurent pour de faibles gains territoriaux. Le signe le plus inquiétant de l'effondrement militaire, c'est ce qui arrive aux soldats ordinaires. Des rapports font état de soldats détenus dans des fosses, en gros des trous creusés dans le sol, pour avoir refusé d'aller sur la ligne de front. C'est cela qui devrait terrifier Poutine plus que tout. Ces conflits internes ne détournent pas seulement de la guerre en Ukraine, ils accélèrent en fait la perte de la Russie. La Russie recrute chaque mois entre 8000 et 9000 soldats pour compenser ces pertes. Ces recrues ont besoin de commandants expérimentés pour les diriger, mais la plupart de ces commandants expérimentés sont enfermés dans les cellules de la Service fédéral de sécurité, arrêtés précisément au moment où la Russie a le plus besoin d'un leadership compétent. Les Ukrainiens visent désormais la bouée de sauvetage de la Russie. Les frappes de drones sur les infrastructures énergétiques russes ont causé au moins 60 milliards de roubles de dégâts et mis hors service jusqu'à 17% de la capacité de raffinage. La Russie a alloué 40% de son budget fédéral 2025 à l'armée et à la sécurité. Mais le déficit budgétaire et le contrôle du service fédéral de sécurité sur les dépenses de défense ont causé des pénuries critiques et ont affecté le moral des troupes. Le service fédéral de sécurité a pris le contrôle des contrats de défense, favorisant la loyauté politique sur l'efficacité industrielle. La qualité de production d'armes a baissé, et les investissements directs étrangers ont chuté de 91%, atteignant 335 milliards de dollars en 2024. Ces problèmes sont évidents sur le champ de bataille. Malgré 623 000 soldats déployés, contre 125 000 au début, la Russie n'a pris que moins de 5 000 km² en 2024. C'est moins de 1% du territoire ukrainien. Et au lieu de se battre pour leur pays, ces soldats commettent des crimes dans leur propre pays. La Russie fait face à une recrudescence de la criminalité. Plus de 330 000 infractions graves ont été signalées au premier semestre 2025, un record en 15 ans. Cette recrudescence est directement liée à des dizaines de milliers de soldats de retour, dont beaucoup étaient d'anciens détenus recrutés en prison. Les soldats de retour ont tué près de 400 personnes depuis le début de la guerre. Les responsables russes ont admis un schéma rappelant la hausse de criminalité après la guerre d'Afghanistan, où d'anciens combattants ont alimenté le crime organisé dans les années 1990. Le gouvernement n'impose aucune évaluation de santé mentale aux soldats revenant du front. L'expansion du service fédéral de sécurité a engendré une répression intérieure sans précédent. En décembre 2024, 783 prisonniers politiques étaient recensés. En 2024, 1185 personnes ont été arrêtées lors de rassemblements. Les lois de censure de mars 2022 ont conduit à 78 nouvelles poursuites en 2024 pour critiques envers l'armée. Le service fédéral de sécurité surveille désormais les familles craquées de militaires, les travailleurs de la défense et toute personne liée à l'effort de guerre. La guerre a fortement diminué le prestige stratégique de la Russie dans le monde. Les pays de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques cherchent des alternatives à l'influence russe. L'Arménie, alliée de la Russie, a exprimé son mécontentement face à l'inaction de Moscou contre l'Azerbaïdjan. Le Kazakhstan et l'Ouzbékistan développent leurs liens avec la Chine et la Turquie. Les conflits internes réduisent la capacité de la Russie à s'imposer mondialement, accélérant l'avènement d'un monde multipolaire. Tandis que les chars avancent en Ukraine, la vraie bataille pour l'avenir de la Russie se joue dans l'ombre du Kremlin. L'agence de renseignement de Poutine et son armée s'opposent, provoquant chaos interne et faiblesse à l'étranger. Ce n'est plus seulement de la corruption ou des luttes de pouvoir. Une superpuissance nucléaire se bat contre elle-même, sous les yeux du monde. Et le plus effrayant, c'est que nous vivons tous avec les conséquences de ce qui va arriver ensuite.